Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Allez, nous sommes bien entendu dans un éclairage spécial ce matin, pas de table ronde, mais nous recevons Anne-Laure Bonnel, vous la connaissez sûrement, réalisatrice, journaliste, reporter, qui collabore d'ailleurs à l'excellent média de Jérôme Blanchet-Gravel, le média québécois que nous saluons bien entendu, spécial du Donbass pour y avoir plusieurs fois tourné des reportages très périlleux. Je vous invite à aller voir ces reportages et elle connaît parfaitement la situation sur place depuis 2014 et ses prises de position lui ont coûté beaucoup personnellement, bien entendu professionnellement depuis le début de la guerre. Mais elle continue à proposer une analyse loin de ce qu'on peut entendre dans les médias de masse. Et ce matin, nous allons voir avec Anne-Laure Bonnel, bien sûr, analyser les enjeux de ce sommet de l'OTAN qui se tient actuellement à Vilnius. La fameuse, je le disais depuis ce matin, la contre-offensive ukrainienne qui s'enlise, ainsi que le rôle des États-Unis. Anne-Laure Bonnel, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, je vais bien, je vous remercie. Bonjour à tous. Ben merci beaucoup d'être là en ce début du mois de juillet, mais l'info ne s'arrête pas, surtout la géopolitique. Alors moi, Anne-Laure Bonnel, j'aimerais qu'on me parle de la contre-offensive ukrainienne. Ça en est où cette histoire ? Parce que j'ai quand même l'impression dans certains médias, on voit toujours la même maison depuis un mois, quoi, avec le même drapeau du côté ukrainien. Ou est-ce que je me gosse un peu trop ? Oui, alors c'est une contre-offensive qui a été très attendue, très médiatisée, qui a débuté a priori depuis 4 semaines et qui n'avance pas. Si on reprend certains termes de nos colonels français, ça ne marche pas, je ne citerai personne. Il s'agit, là, on peut le dire, d'un échec. Donc pourquoi un échec ? Parce que cette contre-offensive a été extrêmement médiatisée. Certains partent du principe que l'armée russe a eu le temps de se préparer, ce qui n'est pas faux. Elle a également concentré énormément d'attentes. Tout le monde s'attendait au spectacle du siècle, pardon. On a pu voir que cette contre-offensive est un peu suivie comme un match de foot avec des camps désormais. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Il ne faut jamais oublier que dans chaque camp, il y a d'abord des hommes, des familles et des jeunes gamins brisés, aussi bien psychologiquement que physiquement. Donc, moi, je reste toujours encore assez surprise, aussi bien sur les plateaux de télévision que sur les réseaux sociaux, que ça reste tout de même regardé comme un match de foot, voire un jeu vidéo. Passons donc contre-offensive très attendue et des milliards, comme vous le savez, ont été investis. On avait promis au grand public, mais également à Zelensky, d'ailleurs, qui s'est plaint. Il s'est plaint aussi bien là. On va revenir au sommet de l'OTAN, mais il s'est également plaint durant cette contre-offensive la semaine dernière, du manque de soutien, d'aide, etc. Parce qu'il s'agit, il s'est bien rendu compte, évidemment, avec ses hommes sur place, que c'est un échec et qu'ils avancent très, très lentement. Donc, que dire de plus ? Eh bien, écoutez, maintenant, la question se pose. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça ne fonctionne pas. Là, nous rentrons donc au sommet de l'OTAN depuis hier. C'est le sommet de toutes les attentes, mais c'est également le sommet de toutes les craintes et le sommet de toutes les déceptions. On a pu voir que Zelensky, hier, était assez en colère. Alors, il n'y a pas véritablement d'étonnement à avoir. L'Ukraine a reçu un rejet officiel de sa demande d'adhésion à l'OTAN. C'est un camouflet et en même temps, donc c'est les États-Unis et l'Allemagne qui s'y opposent car ils ne veulent pas participer à une guerre contre la Russie. Donc des mots très durs se sont dits hier. Si on lit en filigrane et si on pose un regard distancié, des termes graves sont prononcés. Guerre, ne pas participer à une escalade, etc. Paradoxalement, mais cela reste normal, il y a des livraisons d'armes. Donc, on sent bien tout de même que la communauté internationale, même si j'ai horreur de ce terme parce qu'on ne sait plus trop ce qui fait communauté désormais, est dans un certain bourbier. Comment on va se sortir de là ? Quelle est l'issue de la guerre ? La question n'est pas posée. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entretiens bilatéraux entre Zelensky et des chefs d'État. Qu'est-ce qu'il va se dire ? On ne sait pas. En tout cas, premier constat qui s'impose,
l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. Ce matin, on a pu voir une opposition un petit peu en colère, je pèse mes mots, envers notre président de la République. Je parle notamment du Parti socialiste à travers Fort, que j'ai entendu ce matin s'interroger sur les buts de guerre. Où vont ces armes, quels sont les objectifs de ces armes livrées à l'Ukraine. Donc il y a une petite inquiétude sourde tout de même qui commence, et pas qu'en France, un petit peu partout, à poindre, où est-ce que ça va s'arrêter, comment ça peut s'arrêter, sur quoi on peut négocier. Ce sommet de l'OTAN ne nous apporte pour l'instant aucune réponse. Aucune en soi. Qu'est-ce qu'on apprend? Rien. On n'apprend rien. Voilà. Anne-Laure Bonnel, là-dessus, j'ai envie de voir votre avis. Emmanuel Macron, je l'ai dit en introduction, qui va livrer des missiles longue portée, des Scalp, bien entendu. Comment vous le percevez? Parce que je sais que vous êtes très prudente là-dessus, sur ce genre d'informations, et c'est tout à votre honneur là-dessus. De nous dire un peu et nous éclairer sur cette livraison d'armes, décidée d'ailleurs tout seul par Emmanuel Macron, qui ne passe pas devant le Parlement. Enfin bon, apparemment, il fait un peu ce qu'il veut, Emmanuel Macron. Je vais pas me... Justement, je vais pas. Je suis pas en mesure de poser un regard ou une analyse sur les choix du président de la République. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que on a le sentiment que les États-Unis reculent. Biden a porté des mots forts hier, un mot qu'il faut retrouver. Il a expliqué, certes, que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN, que l'Ukraine n'était pas encore prête, qu'il fallait qu'elle se mette au pas. Il a expliqué également, et ça s'est passé assez inaperçu, qu'il y avait une corruption encore trop importante en Ukraine. Moi, ça m'a beaucoup étonné, le mot a été lâché. Donc, on sent tout de même que c'est un terme grave, parler de corruption alors que Zelensky est un chef d'État d'un État en guerre. Personne ne peut envier sa situation. L'Ukraine est dans un état, c'est un désastre. Donc ce terme-là est un terme très sec. Pourquoi il a pu dire ça? Et là, il faut s'interroger. Les élections arrivent. Les Américains, aussi bien dans le camp républicain, certes, ça ne fait aucun doute, mais démocrates commencent quand même à s'inquiéter. Dette américaine, mécontentement. Une contre-offensive qui n'avance pas, des milliards injectés depuis 16 mois pour un résultat qu'on a du mal à concevoir, et surtout cette annonce également qui peut passer inaperçue, mais qu'il faut quand même bien écouter. Et c'est là que je pense désengagement petit à petit, mais avec beaucoup de finesse des États-Unis. D'ailleurs, ils maîtrisent ça parfaitement. Il faut les applaudir. Ils sont de grands stratèges. Il y a l'annonce de l'OTAN concernant la Chine. Le communiqué de l'OTAN affirme que Pékin défie nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs. Donc, au-delà de la préparation des élections aux États-Unis, il y a également peut-être une menace qui pointe son nez dans l'Indo-Pacifique, qui peut-être pousse certains stratèges américains à repenser le redéploiement d'une stratégie peut-être un peu moins concentrée. Alors c'est mon hypothèse, elle n'engage que moi. Peut-être de se concentrer un peu moins sur l'Ukraine. Ça fait 16 mois qu'on y est. On est dans un bourbier, ça n'avance pas, et de pousser peut-être stratégiquement ailleurs. Ce qui pourrait, entre parenthèses, expliquer aussi AUKUS voilà, tout ce qui est en train de tout ce qui a été mis en place avec ces fameux sous-marins. Là, on aura, j'imagine, pas le temps de revenir là-dessus. Allez-y. Vous êtes invité pour ça, donc n'hésitez pas à nous faire un petit topo là-dessus pour nos auditeurs. Eh bien, écoutez, moi, j'ai l'habitude de suivre les bulletins diplomatiques et les annonces diplomatiques. On sent qu'il y a un langage qui est de plus en plus quand même très sec. Vous savez que le langage diplomatique, c'est l'art de la diplomatie. Oui. La diplomatie, c'est un art à part entière, mais on y pratique, pardonnez-moi ma vulgarité et quelques mots grossiers, un peu de langue de bois parfois. Ouais. Et ça fait partie des règles du jeu. Et heureusement, il faut savoir s'exprimer en douceur, en finesse.
Là, on sent que cette finesse et cette douceur est quand même de moins en moins présente, notamment sur, écoutez, aussi bien sur les communiqués d'ambassade des États-Unis, mais également de la Chine. Et on voit tout de même qu'ils se font face à face. Ce sont des signaux faibles qu'il faut considérer. Les sanctions, les États-Unis, comme vous le savez, ont l'extraterritorialité du droit américain. La Chine met en place l'extraterritorialité, pardonnez-moi, c'est le matin, du droit chinois. Donc, vous voyez, ils sont en train de se faire un effet miroir. Ça, c'est nouveau. Donc, on voit bien que certaines choses basculent. Donc, ce sommet de l'OTAN, pour y revenir, c'est également un sommet qui nous dit en quelque sorte l'état du monde qui est en train d'évoluer. De nouvelles alliances qui voient le jour, de nouveaux pôles, de nouvelles craintes. La Chine qui laisse peser également la menace de sanctions sur la livraison de terres rares, etc., qui mettrait à mal des industries de pointe. Donc tout ça est inquiétant. Alors, j'aimerais qu'on en parle, mais c'est l'heure du bulletin d'information avec Alden Rossner et on vous retrouve immédiatement après le flash. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Merci d'être avec nous et on retrouve immédiatement notre grand éclairage ce matin spécial avec Anne-Laure Bonnel pour évoquer l'avenir de la guerre en Ukraine, vous le savez, notamment à la lumière du sommet de l'OTAN qui se déroule en ce moment même. La question qu'on va se poser avec Anne-Laure Bonnel et qu'on se pose, c'est la paix est encore possible. Anne-Laure Bonnel, vous étiez en train de nous parler notamment de la coercition de la Chine sur certains métaux. C'est intéressant parce que j'ai lu effectivement hier ça en préparant notre émission. Oui, alors tout ça évidemment a rassemblé avec ce sommet de l'OTAN et le sommet des BRICS à venir en Afrique du Sud prochainement. Oui, donc les fameux métaux stratégiques, l'Europe s'inquiète tout de même puisque la Chine menace de freiner ses exportations. Donc Pékin a annoncé que les exportations de gallium pourraient être soumises ou seront soumises. Là, je ne sais pas si c'est conditionnel, je ne suis pas en mesure de l'affirmer. Mais en tout cas, ça a été dit, à l'aval du gouvernement. Et on sent bien que c'est quand même une étape de plus dans les tensions commerciales sino-américaines. Oui, et ça, c'est quelque chose d'important, ouais. Ah bah écoutez, ça place l'Europe dans une position difficile. C'est la Chine qui produit l'essentiel de ces métaux précieux. Et ces métaux sont cruciaux pour le développement d'énormément de technologies. Donc, moi, je ne suis pas experte, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en termes de souveraineté, nous ne sommes pas du tout au point et que sans ces métaux, une large part de l'industrie française, mais européenne, voire occidentale, puisque j'imagine que ces exportations seraient limitées, cette menace de freiner les exportations serait limitée au monde occidental. On a un affrontement quand même BRICS-OTAN. Donc, si je vous suis bien, finalement, vous parlez du redéploiement stratégique. Ce n'est pas très gai. Oui, complètement. Oui, je disais, si je vous suis bien, c'est que vous parlez, vous, d'un redéploiement stratégique des États-Unis, et on parlera aussi des élections qui vont arriver. Vous parlez de cette coercition chinoise de plus en plus forte. J'ai quand même l'impression que l'Europe et l'Union européenne est une nouvelle fois le dindon de la farce dans cette histoire. Écoutez, vous qui le dites. Oui. Disons qu'on a très peu de marge de manœuvre pour les négociations. On voit même d'ailleurs, il y a quelque chose. Alors ça, j'ai pas encore bien analysé cette nouvelle. Je me permets une petite digression. Oui. L'entrée de la Suède dans l'OTAN serait potentiellement, à vérifier, si c'est pas une fake news, serait potentiellement assujetti à des négociations avec la Turquie pour son entrée dans l'Union européenne, décidées par les États-Unis. Donc, on voit bien, quand vous dites, Nicolas, que nous sommes les dindons de la farce, c'est pas que nous sommes les dindons de la farce, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de marge de manœuvre, ni de négociation, ni de diplomatie, et que nous reposons sous le parapluie, il faut le reconnaître, américain. C'est tout. Nous n'avons aucune marge de manœuvre, nous n'avons pas notre mot à dire.
Alors, je ne sais pas s'il faut s'en plaindre ou pas, mais c'est une réalité. Parler de négociations de l'entrée de la Turquie, alors de reprendre ces négociations, puisqu'elles ont été stoppées depuis des années, mais que ce soit annoncé en partie par le président des États-Unis, ça montre bien tout de même que dindon de la farce, ce terme-là va très loin, mais en tout cas qu'aujourd'hui l'UE se cherche et il va falloir qu'elle se reconstruise. Et avec peut-être des hommes forts, il ne s'agit pas de quitter l'alliance avec les États-Unis, mais quelqu'un de sensé vous dira toujours qu'on ne met pas ses œufs dans le même panier. Donc il faut savoir diversifier, c'est un principe de base en économie, c'est un principe de base également en diplomatie, parler à tout le monde, dialoguer avec tout le monde, tendre la main à tout le monde. D'ailleurs, moi j'applaudis j'applaudis, alors c'est ironique, c'est amoral, mais c'est de la réelle politique, la stratégie turque, finalement, qui en jouant sur plusieurs tableaux, permet à son pays qui a connu un séisme terrifiant, meurtrier, une inflation galopante, eh bien, de servir ses intérêts. Et les États, vous savez, ont très peu de morale, très peu. D'ailleurs, on n'attend pas d'un chef d'État qu'il ait beaucoup de morale. Hein. On attend qu'il serve les intérêts de son pays. Donc, quels sont nos intérêts aujourd'hui est-ce qu'ils sont correctement desservis? À quel prix on achète le gaz? Je pose des questions, je n'y répondrai pas. Est-ce que nous avons encore une marge de manœuvre dans nos politiques et notre politique étrangère? En tout cas, l'Europe de la défense est morte. Donc, il faut bien que nous nous reposions désormais sous les Américains. Nous sommes devenus des vassaux. Il faut rester optimiste. Tout ce qui a été fait peut être défait et dans quelques années, peut-être, nous arriverons à garder de très bons contacts avec nos alliés américains et nous aurons, j'imagine, osons rêver, une Europe dans la défense dans 10-15 ans. C'est mal parti, mais pourquoi pas? Ça a quand même été avancé. Oui, c'est très mal parti. Là, c'est très, très mal parti. Mal parti. La France, on s'est quand même mis tout nu. C'est très, très mal parti. En tout cas, là, on n'a aucune chance. Mais qui sait? Vous savez, dans une dizaine d'années, est-ce que tout ça ne sera pas revu? Tout dépend, les hommes et les femmes de bonne volonté qui prendront la marche des événements à venir. Le monde change. Qui aurait prédit que les BRICS, il y a encore 16 mois, feraient ce qu'elles font aujourd'hui? Et je voulais qu'on en parle des BRICS. Anne-Laure Bonnel, merci d'être à notre micro ce matin pour parler de ça. Je crois que c'est vous je crois que je l'ai vu sur vos comptes Twitter, vous avez relayé un très bon article du Figaro qui nous parle notamment, on va en parler rapidement, mais selon l'hebdomadaire Newsweek, la CIA aurait déployé en Ukraine depuis le début de l'invasion russe des personnels moins d'une centaine à la fois afin d'assurer diverses missions dans la lutte contre la corruption florissante compte tenu de la quantité et du prix du matériel livré à l'Ukraine. C'est dans le Figaro. C'est un très bon article, notamment, comme quoi, finalement, les Américains envoient quand même du personnel pour notamment lutter contre la corruption. On vous en parlait tout à l'heure. C'est des pans de la guerre en Ukraine qui sont quand même passionnants, finalement. Hein. Oui. Cette guerre est passionnante. Alors, vous voyez, tragique, mais passionnant. On peut comprendre que Biden a parlé de corruption hier. Évidemment, bon. C'est un sujet très tabou parce que l'Ukraine est un peuple aujourd'hui en souffrance, un peuple qui vit une guerre, donc il y a par politesse et par respect, nous n'osons plus poser des mots sur une réalité, mais n'oublions jamais que ça a été que c'est un des pays les plus corrompus d'Europe avant la guerre. Les scandales ont été nombreux avec des milliards et des milliards. Bon, tous les journaux mainstream ont fait des enquêtes là-dessus. En 2022, nous avons cessé d'en parler. Je peux comprendre. Aujourd'hui, ça revient comme sujet de discussion.
Bref, oui, la CIA, en 2022, est sur place, donc assure des missions logistiques, administratives, gestion du matériel. Il faut évidemment tâcher d'éviter que du matériel ne disparaisse. Il faut également des hommes de confiance. Donc, elle œuvre à tous ces stades-là à une bonne gestion, aussi bien administrative que logistique, du gouvernement ukrainien. Mais rappelez-vous donc qu'est-ce que je peux rajouter? Eh bien, écoutez, et puis elle prépare également je pense qu'elle prépare tout doucement la Pologne à un remplacement. La Pologne aura un rôle à jouer, hein. Donc il faut que voilà. Et puis on sait depuis on sait les liens qui unissent la Pologne aux États-Unis. Donc que la CIA soit en Pologne, ça n'a rien de secret. Il faut pas s'en étonner. C'est depuis 2004 la CIA depuis 91 la CIA est partout. Mais bon, ça n'a rien de choquant. C'est terrible. Encore une fois, c'est les intérêts froids d'un État. Et tous les services de renseignement sont un peu partout dans le monde. Disons simplement que la CIA a un petit goût pour les révolutions colorées et les financements obscurs. C'est tout. Bon, ils le font très bien. Là aussi, on peut applaudir. Les Américains pensent à leur intérêt et savent faire. C'est une forme de soft power, financement par des ONG, financement de groupes politiques, financement d'associations. Bon, tout ça, on l'avait vu déjà lors de la guerre froide. Il y a d'excellents documentaires que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Arte TV sur comment la CIA opérait avec des peintres. Comment l'art était vecteur d'influence de l'opinion publique comme soft power. Donc tout ça est vieux comme, ça n'a rien de nouveau. Mais ce qui est intéressant et qu'il faudrait rappeler, c'est le rôle joué par la CIA dès 2014 en Ukraine. Donc si vous reprenez donc l'influence américaine dans les affaires intérieures de l'Ukraine dès le 2 décembre 2014, vous vous rendez compte, et tout ça est donc en source ouverte, c'est pour ça que je vous cite pour vos auditeurs ces dates-là. Donc vous avez le 2 décembre 2014, Nathalie Jaresko, qui est une ressortissante américaine, qui deviendra donc en 2014 ministre des Finances de l'Ukraine et qui sera le jour de son investiture nationalisée ukrainienne. Vous voyez donc, bon, tout ça, ça remonte. Alors, c'est un peu plus intéressant, me semble-t-il, que les fonctions logistiques du Pentagone en 2022. Ça, bon, c'est la guerre ouverte, que la CIA y soit, pourquoi pas, enfin, ça n'a rien d'étonnant. En revanche, l'influence politique à travers le placement de ressortissants à des postes clés. Je vous rappelle, d'ailleurs, on peut faire un peu d'humour, si je peux me permettre. On peut en faire un Nord-Bonal ici, on peut en faire. Vous avez le droit d'en faire, Aline. Alors écoutez, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont censés gérer la corruption, mais enfin, quand on voit que Nathalie Jaresko, depuis décembre 2014, a été au poste de ministre de la Finance, des Finances de l'Ukraine, le problème de la corruption depuis de 2014 à 2023 n'a pas été bien réglé. Les petits problèmes, là, il va falloir reprendre les dossiers. C'est un travail de longue haleine, c'est pour ça. C'est un travail de longue haleine. On peut pas faire ça comme ça. La corruption, vous savez, ça se diminue avec les années. Voilà. Oui, vous avez raison. Voilà. Blague à part, vous avez raison là-dessus. Non, mais c'est tout de même intéressant. On place un ministre des Finances américain et il y a toujours autant de corruption. Moi, je m'interroge. Donc, la présence de la CIA, elle est à interroger également depuis 2004, mais aussi depuis 91, et là vous reprenez et vous lisez Le Grand Échiquier de Brzezinski, qui est un stratège américain qui, à la suite de la chute de l'URSS, va donc rédiger une sorte de d'essai qui sera très suivi par les présidents américains, de stratégie, comment développer la puissance et les intérêts américains. Et il explique, noir sur blanc, la stratégie au cœur de l'Ukraine pour éviter un développement, un rapprochement
de l'Ukraine, de la Russie, pardon, de l'Europe, etc. Tout ça fait partie d'une stratégie et d'intérêts qui sont d'ailleurs assumés par nos alliés américains ouvertement et qui n'ont aucun mystère. Bon, voilà. Mais vous avez raison, mais c'est toujours bon de le rappeler et d'avoir votre analyse là-dessus, parce qu'on a quand même, je le sais, mais on a quand même un traitement tellement manichéen de cette guerre depuis le début, dans les médias français notamment, que c'est toujours quand même bon de rappeler ce qui se cache en coulisses aussi. Voilà, c'est-à-dire que les très très bons d'un côté et les très très méchants de l'autre, je trouve que c'est quand même un peu gonflé de ne pas aller à un moment donné sous des strates beaucoup plus basses et expliquer concrètement ce dont il est question là-bas. Et vous le savez, Anne-Laure Bonnel, pour avoir travaillé sur le Donbass depuis 2014-2015. Donc, vous voyez, c'est toujours bien de vous entendre, vous et quelques autres. Oui. Et vous n'êtes pas nombreux, malheureusement. Oui. Alors, on se rappelle aussi, mais pour ceux qui ont filmé Maïdan, la révolution de Maïdan, vous pouvez retrouver en source ouverte Victoria Nuland qui distribue des pains au chocolat pendant la manifestation. Imaginez que des ministres ou qui que ce soit américains ou russes viennent distribuer des pains au chocolat pendant la réforme des retraites. Ah oui. Je pense que le Quai d'Orsay serait mal à l'aise. Voilà, il y a quelques petites incohérences comme ça qu'il faut garder à l'esprit. Et tout ça date de 2014, mais bien avant, en 2004. Mais personne ne s'en cache. 2004, des investissements massifs ont été effectués pour des fondations ukrainiennes qui ont déstabilisé, je n'irai pas jusque-là, mais qui ont une certaine influence aux États-Unis, par les États-Unis. Voilà. Ouais, ça fait beaucoup de choses. En tout cas, merci d'être là. Il nous reste encore 7 grosses minutes. Mais attention, Nicolas, n'y voyez pas, parce que le grand danger, c'est d'y voir tout ça. Le grand public, ce qu'il ignore, il se dit « Ouh là là, complotisme ». Non, c'est pas du complotisme. Ouais. Tous les États manœuvrent de la sorte. Le seul reproche qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que l'Union européenne ou la France ne manœuvre pas de la sorte. On a fait ça également, en quelque sorte, la francophonie. C'est ça, hein, c'est notre influence. Bon, il faut applaudir le meilleur. Les États-Unis ont été très bons. Ensuite, que cela ait mis en colère la Russie, que ça ait déstabilisé la Russie, que la Russie se soit sentie agressée, qu'il y ait eu des rapprochements dangereux et le non-respect de la parole engagée et que nous en sommes arrivés à l'invasion de l'Ukraine. Là, ça, c'est terrible. Mais il y a eu une montée de provocation de 91 à 2014, puis les accords de Minsk qui n'ont pas été respectés des deux côtés, avec, comme vous le savez, des tensions qui ont été alimentées et financées des deux côtés, aussi bien par les Américains que par les Russes. Donc, c'est l'Ukraine qui est à plaindre là-dedans, parce que finalement, bon, l'Ukraine est sous les feux désormais. Mais il faut tout de même également garder à l'esprit que l'Ukraine, c'est un pays frontalier à la Russie. Et donc, on peut parler, excusez-moi, là, je risque de choquer un peu les auditeurs, mais c'est son étranger proche, ou en quelque sorte, on peut parler non pas d'anciennes colonies, mais presque. Hein? Comment nous avons géré nos anciennes colonies? Interrogeons-nous. 91, c'était hier, c'est allé très vite. Donc, il y a encore des tensions avec une partie, il ne faut pas l'oublier, russophone, russophile, le Donbass. Depuis 91, c'est un fait. Il faut analyser également les élections qui ont eu cours depuis 91 dans cette bande du Donbass Est qui est collée à la frontière russe, qui ont toujours été pro-russes, mais très, très pro-russes. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Si vous voulez comprendre ce qui se passe en Ukraine, il faut prendre une carte électorale et regarder depuis 91 tout ce qui s'est passé, quel parti politique
eu une influence, quels ont été les penchants, et là vous aurez une certaine idée d'une Ukraine qui était extrêmement partagée et extrêmement complexe, et en tout cas on ne peut pas dire qu'il y ait une unité. Alors peut-être que désormais il y a une unité parce que la guerre ça unifie un État, mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Voilà. Est-ce que j'ai répondu Oui, vous avez parfaitement répondu. Et je voulais il nous reste encore 4 minutes, Anne-Laure Bonnel, et merci d'être là. Je voulais qu'on parle de vous avez évoqué tout à l'heure la question, mais le sommet des BRICS à août, et vous, aujourd'hui, avec le sommet de l'OTAN et le sommet des BRICS, vous pensez que ça peut, à un moment donné, accélérer le basculement du monde aussi, ou du moins le modifier quand même avec suffisamment de secousses, hein? Ah oui, alors oui, je pense que ça peut enfin c'est pas que ça peut, c'est que ça va le modifier. On voit déjà que certains paiements, ce qui n'avait jamais été le cas, ne sont plus faits avec le dollar. C'est une première. C'est une première. Et ça, il faut le mesurer. On voit bien, si on prend par exemple le cas de l'Afrique du Sud qui va accueillir le sommet des BRICS, l'Afrique du Sud nous fait comprendre, mais les BRICS dans leur totalité, et je dirais même les BRICS plus, comme vous le savez, énormément de pays demandent à rallier les BRICS, hein. Donc ça prend une ampleur conséquente. Qu'est-ce qu'on voit? Elles sont en train de nous faire savoir que le dollar ne sera plus la monnaie hégémonique. Elles sont en train de nous dire, en accueillant le président de la Fédération de Russie au sommet des BRICS, prévu en août, s'il n'y a pas de revirement, c'est possible qu'il y en ait un, mais je ne pense pas qu'il y ait de revirement, que la prise de position de ces pays ne compte pas à leurs yeux. Donc on a désormais des États qui ne veulent plus réfléchir et penser sous le mode et sous le monde occidental, et qui font savoir qu'ils sont prêts à collaborer à un monde multipolaire, mais qui n'accepteront plus les règles d'avant. Et le dernier cas en date, la CPI, c'est tout de même une manière de dire que les décisions qui sont prises par les Occidentaux ne font plus, n'ont pas voix au chapitre dans les BRICS. Donc oui, le monde change sous nos yeux. Il faut observer. Alors espérons qu'il change avec douceur, mais il se passe des choses. Enfin, on a quand même des signaux qui restent très, qui sont alarmants et qu'il faut considérer. Nous assistons à un renversement du monde. Alors ces renversements, il ne faut pas en avoir peur. Moi, si on arrive à collaborer tous ensemble, tout se passera bien. Mais il faut désormais se rendre à l'évidence que l'hégémonie américaine est terminée. Mais elle est terminée. Et celui qui en doute n'a pas compris le sens de l'histoire qui est en train d'être en place. Alors, attention, la puissance américaine sera toujours là. Hein, ça ne fait aucun doute. Mais l'Amérique ne fait plus autant rêver qu'avant. C'est la première fois de l'histoire où on lui dit non, on ne vous suit pas. Non, on n'est pas d'accord avec vous. C'est la première fois depuis 1945. Donc le monde change. Alors oui, les États-Unis resteront puissants, mais d'autres puissances montent. Et il va falloir maintenant apprendre à partager ce monde-là qui est en train de naître sous nos yeux. Je ne suis pas devin, je ne sais pas ce que va donner ce monde. J'espère de tout cœur qu'il sera plus apaisé qu'avant. Rien n'est moins sûr. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup Anne-Laure Bonnel pour cet éclairage. Vous êtes journaliste, reporter notamment, et vous collaborez, je le dis, notamment aux médias, Libre Média de Jérôme Blanchet-Gravel. Merci beaucoup d'être passé par nos studios, Anne-Laure Bonnel, et de nous avoir donné votre analyse. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée Anne-Laure Bonnel. Merci beaucoup.